dans ce débat en parlant cette fois de la visite de travail du Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Ziene, aux côtés notamment d'une importante délégation composée des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et même des membres du gouvernement, a donc effectué une visite de travail cette semaine. Il s'est rendu à Moscou. Du côté de la Russie, il s'est rendu en Turquie, à Ankara ou encore en Iran, à Téhéran. Sur place, des échanges ont porté notamment sur les moyens de renforcer, voire d'intensifier les relations dans divers domaines. On parle des domaines sécuritaires, sur le plan commercial également, les mines, l'énergie ou encore les infrastructures. Alors, quelle plus-value, parlant justement de cette diplomatie offensive de Niamey, nous en parlons dans le cadre de cette émission d'International. Dr Yamtimba, l'axe Ankara-Téhéran-Moscou est présenté par le bloc occidental comme étant l'axe du mal. Quand on voit le ministre nigérien s'y rendre, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Les Européens bavardent trop. L'axe du mal, on leur a fait quoi? Les Iraniens leur ont fait quoi? Les Turcs leur ont fait quoi? Les Russes leur ont fait quoi? Vous tirez des balles dans le pied tout seul et vous dites que c'est les autres qui font du mal. Ils vous ont fait quoi? Je crois pas. Ce qui est intéressant quand on regarde les trois capitales, c'est qu'on voit très bien que le Niger aujourd'hui déploie une stratégie qui est assise sur les trois moments les plus importants d'un pays qui sort de qui réalise sa révolution, sa mue politique et historique. Vous avez besoin d'assurer votre sécurité, c'est la priorité des priorités. Et lorsque cette priorité est assurée, vous devez pouvoir vous attaquer aux aspects de production et de distribution. N'oubliez pas le propos de Thomas Sankara. Thomas Sankara disait, nous ne voulons pas avoir des paresseux dans notre pays, parce que la révolution ne peut pas réussir lorsque le peuple ne mange pas. Vous ne pouvez pas réussir une révolution dans ces conditions-là. Et à la fin, vous avez des éléments de formation de votre peuple. Ces trois éléments sont extrêmement importants. Et Moscou et Téhéran représentent particulièrement le creuset de tout ce qui est sécuritaire et de tout ce qui est formation. Je crois qu'en fait, Ankara est beaucoup plus une étape économique. Parce qu'on sait que la Turquie, elle a quand même, qu'on le veuille ou pas, on observe qu'elle est intéressée par l'Afrique et elle essaye d'investir massivement sur le continent africain et particulièrement dans les pays où il y a une présence musulmane importante. Et vous observerez donc Moscou aujourd'hui est dans une attitude de relecture de ses relations avec l'Afrique. Tout à l'heure, nous avons parlé d'une base militaire à Bangui. Oubliez que ce soit uniquement une question sécuritaire, c'est également une question économique. Quand vous avez 10 000 personnes quelque part, vous n'allez pas les nourrir en parachutant de la nourriture là-bas. Vous n'allez pas les habiller, ou même simplement de l'eau qu'ils doivent boire, ou simplement les soins, c'est-à-dire que les produits de soins qu'ils doivent utiliser, vous n'allez pas les parachuter tout le temps. 10 000 personnes, c'est énorme. Et donc, il y a un aspect économique extrêmement important. Et vous voyez que la Russie cherche les bons créneaux, les bons axes. Il y a eu toutes ces critiques autour d'elle en disant oui, mais en Afrique, ils ne font que de la sécurité. Et la sécurité, au fond, derrière, c'est qu'ils veulent seulement vendre leurs armes. Ils veulent seulement positionner ce qu'on appelle Wagner. Et donc, ils n'apportent aucune réelle valeur ajoutée. Mais allez dire aux Centrafricains, même si ce n'est rien, la sécurité, ce qu'elle représente en termes de valeur ajoutée. Allez dire aux Nigériens ce que ça représente, la sécurité, ce qu'elle représente en termes de valeur ajoutée. Allez au Burkina, au Mali, demandez-leur ce que ça signifie, quelle est la valeur ajoutée que représente la sécurité. Quand on ne le sait pas, on ergote, on dit n'importe quoi, et en plus on a tellement envie de diaboliser l'autre, on fait de la propagande de guerre. Or, cette propagande de guerre, en Afrique, elle ne passe plus. Et cette espèce de réinterprétation de ces relations avec l'Afrique, après le dernier sommet Russie-Afrique, au cours duquel, je crois que vous aviez été là, Madame Siquet, vous avez entendu que l'aspect économique préoccupait de plus en plus et il cherchait les meilleurs moyens de pouvoir s'y investir massivement. Et il y avait l'aspect de la formation des cadres qui préoccupait la Russie, qui disait nous sommes prêts à former
autant que nos capacités d'accueil et de formation peuvent en accueillir pour pouvoir vous accompagner. Parce que ce qu'il faut, il faut quand même qu'il y ait demain une main-d'œuvre qualifiée, abondante sur le continent pour pouvoir faire quoi? Eux, ils n'ont pas oublié la révolution, la révolution soviétique. Ils n'ont pas oublié quelque chose qui, dans l'histoire, sera appelé, qu'on le veuille ou pas, la révolution économique poutinienne, nationaliste et économique poutinienne, qui a été de former des centaines et des centaines de milliers de jeunes gens chaque année dans les sciences et dans l'ingénierie. Et c'est grâce à ça que la Russie a pu tenir son rang. Beaucoup de gens ne le savent pas aujourd'hui. En 1998, la Russie, si on compare à un pays aujourd'hui, c'était pas très loin de n'importe quel pays moyen d'Europe de l'Est, aux yeux des Occidentaux, aux yeux des Européens ou des Américains. Et donc, ils se sont battus, ils sont arrivés au niveau de l'expertise la plus pointue dans beaucoup de domaines aujourd'hui. Et ça, le Premier ministre du Niger, c'est ça qu'il va chercher. Il va chercher à consolider tout ce qui est sécurité. Le ministre, le général Modi en a parlé. Il faisait partie de la délégation. Voilà, et qu'un certain nombre de choses vont se mettre, des opérations précises vont être déroulées d'ici quelques temps. Mais il y a derrière la composition même de la délégation qui nous indique ce qu'ils sont allés chercher. Le ministre d'un certain nombre de questions économiques à côté de tout ce qui est sécurité. Et je crois que l'Iran, qu'on a exclu, parce que n'oubliez pas le marché de l'uranium, l'Iran cherche des sources d'approvisionnement en Afrique depuis longtemps. On a failli créer une révolution de couleur au Sénégal parce qu'il y a eu des discussions engagées dans ce sens-là. Beaucoup de Sénégalais ne savaient même pas qu'ils avaient de l'uranium. Vous vous souvenez de la polémique? Alors qu'il y en a. Et il y a le fait que l'Iran est intéressé par l'uranium nigérien. Il y a le fait que l'Iran représente aujourd'hui une opportunité de formation dans les sciences et dans l'ingénierie que les pays africains doivent regarder de très près et commencer sérieusement à solliciter. Et je crois que le Niger, pour cela, doit être encouragé pour avoir, pour porter cette demande de l'Afrique et battre en brèche tout le débat européen et américain sur oui, ils sont en train de trouver de nouveaux maîtres, nous sommes d'accord avec la diversification de leurs partenaires. Vous êtes qui pour dire aux Africains que vous êtes d'accord ou pas sur la diversification de leurs partenaires? Vous êtes qui? Vous pouvez parler, tenir de tels propos sur les partenariats que vos États sont en train de conclure ou de gérer, avec des choses assez bizarres où vous empêchez les autres d'acheter du pétrole ou du gaz russe, mais vous-même vous l'achetez en sous-main. Il y a quand même là quelque chose qui ne va pas et vous venez donner des leçons aux gens sur les partenariats qu'ils peuvent structurer. Je crois que les Américains devraient s'interdire de telles positions sur la scène internationale parce que même les Africains, et j'ai l'habitude de le dire, ils croient que certains sont leurs ennemis en Afrique, mais personne n'est leur ennemi. Si vous êtes africain et que vous êtes l'ennemi des États-Unis, vous êtes l'ennemi des 60 millions d'Africains qui sont américains. Les Africains ne peuvent pas se permettre une telle erreur stratégique, une telle faute. Même pas une erreur, c'est une faute stratégique. Nous disons simplement aux Américains, n'envenimez pas le débat en Afrique. Parce que si vous l'envenimez, vous avez 60 millions d'Africains qui sont citoyens américains. Comment vous gérez ça? Vous créez un conflit intérieur aux États-Unis entre vous et votre propre population en insultant l'Afrique. Donc, il ne faut pas prendre ce genre de positions qui n'ont aucun sens. Et je les ai vus prendre une position, par exemple, sur l'Afrique du Sud. Vraiment, je fais une parenthèse, mais c'est pour démontrer quelque chose. Quand l'Afrique du Sud a décidé de saisir la Cour internationale de justice sur le génocide en Palestine, mais l'Afrique du Sud sait très bien mieux que tout le monde ce que c'est que l'apartheid. Et le système qui est installé là-bas, c'est l'apartheid. Et il n'y a que 2 pays qui l'avaient vraiment vécu de manière systémique. C'est les États-Unis avec la ségrégation, évidemment, mais les États-Unis ne veulent pas aller attaquer Israël. Et l'Afrique du Sud qui l'a vécu. Et c'est ça qui a produit Mandela, que tout le monde respecte. Et donc, la situation aujourd'hui avec ce qui est en train de... Cette tournée du Premier ministre du Niger va dans le sens, et il faut que les Européens et les Américains le comprennent comme ça, dans le sens de l'apaisement des relations internationales. Nous devons toujours rappeler à ces gens-là,
que les actions des Africains visent l'apaisement. Lorsque vous diversifiez vos partenaires stratégiques, vos partenaires dans les différents domaines de la sécurité, de l'économie, de la formation, en fait, vous créez une détente. Parce que quand vous avez des cadres qui demain viendront de partout, comme vous avez des investissements qui demain viendront de partout, vous êtes un espace qui ne peut pas supporter la guerre. Quand vous portez un plateau d'œufs, vous ne cherchez pas la bagarre. Et les œufs, ça peut venir donc de différents poulaillers. Et vous n'avez pas envie d'être en bagarre avec les différents propriétaires de ces poulaillers. L'attitude des Africains est une attitude de paix. Et je crois que ces implications géopolitiques que j'essaie de soulever, c'est pour dire qu'il faut que tous les autres présidents africains prennent de la graine. L'Iran n'a aucun problème avec les Africains. En dehors de... On peut imaginer tout ce qu'on veut, mais l'Iran n'a pas de colonie en Afrique. L'Iran n'a pas une monnaie nazie en Afrique. L'Iran n'a pas de base militaire pour sécuriser des marchés et martyriser les populations africaines en Afrique. L'Iran n'en a pas. Pourquoi est-ce que nous n'irions pas dans un pays qui a atteint un niveau de développement technologique et scientifique exceptionnel et une qualité de vie qu'il n'avait pas il y a 30-40 ans? Pourquoi nous n'irions pas nous inspirer de ce qu'ils font? Et je crois que c'est en ce sens que la tournée du Premier ministre va apporter des réponses qui vont peut-être être la manière d'ouvrir la voie sur les nouvelles dispositions économiques de la Russie, sur les efforts de la Turquie, mais surtout sur comment faire les affaires et comment organiser les relations internationales entre l'Iran et l'Afrique. Merci à vous, Dr Yamb Timba, Dr Soro. On poursuit avec vous, on rappelle que nous sommes presque au terme de cette émission, mais on poursuit notre tour de table en ce qui concerne cette thématique. Hier encore, on en parlait, cette sortie américaine. Dr Yamb est revenu également là-dessus. Les États-Unis, oui, on n'a pas de problème si vous diversifiez vos partenaires ou partenariats, mais voilà, la Russie nous dérange. En tout cas, le Niger s'est tourné vers, entre autres, la Russie. On parle de Moscou, Ankara, Téhéran. Un séjour assez révélateur quand même pour ce pays, le Niger. Oui, mais c'est révélateur pour toute l'Afrique. Comme on sort de l'émission, moi je vais parodier, hein, je vais dire, prenons les anagrammes comme on veut. Moscou, Ankara, et puis Téhéran, mobilisation active pour la transformation. Maté. Prenons Ankara, Téhéran, Moscou, acquisition technique et méthodique. C'est-à-dire quoi qu'on dise. Les trois pays que nous citons là sont ceux en dehors de la Chine dont les économies se portent le mieux, malgré la crise. Et les gens africains, comme nous sommes confinés par un nazisme médiatique, c'est-à-dire vous avez des experts toujours bien habillés dans les plateaux de télévision des autres qui viennent vous raconter que oui, l'économie iranienne va s'effondrer bientôt. Mais attends, l'Iran depuis 10 ans est au-dessus de 4% de taux de croissance. Depuis 10 ans, malgré les embargos de tout le monde. L'Iran a l'un des revenus par habitant le plus élevé au monde. Un pays sous embargo, dont on taxe souvent de tous les noms d'oiseaux. Et la Turquie est la seule économie européenne qui se porte bien, hors Union européenne. C'est-à-dire même les Européens le reconnaissent. La Turquie a su se construire un modèle qui résiste aux jeux et aux enjeux des manipulateurs de la haute finance. Vous savez qu'il y a les crises partout en Europe. Toutes les économies européennes sont fragilisées. Mais la Turquie tient la route. La Russie, nous tous nous voyons. Ils avaient sorti leur armada, sorti le RIB, sorti ceci. Eux-mêmes reconnaissent que la Russie tient tête. Mais parce qu'ils ne disent pas que la Russie est première sur beaucoup de domaines. La Russie est première, comme là aussi je vais aller, comme ils sont premiers aux échecs et aux jeux indoor. C'est-à-dire que ce que les Européens ne comprennent et ne veulent pas accepter. Donc, en allant vers ces pays, on a simplement décidé de ne plus obéir aux ordres du sous-développement. La France est présente par 1000 coopérations avec nous, avec son Union européenne. Depuis 60 ans, il n'y a rien. Prenons le Cameroun, il y a quoi? Pour qu'un chef d'État de la zone se soigne, il va en Europe. Mais depuis 60 ans, il n'a pas arrivé à se faire un hôpital digne de ce nom avec son partenaire français. Donc, moi, je pense que le ministre nigérien a compris une chose. La Russie ne vient pas nous dire de lui vendre notre sous-sol. Il y aura des hommes d'affaires qui vont le proposer.
Mais ce n'est pas leur disposition. Ils nous disent seulement que nous venons chez vous parce que nous pensons que vous avez compris qu'on peut vivre ensemble sans vouloir être l'un esclave de l'autre. Oui. C'est à nous de saisir la balle au bon. Et le Niger est en train de faire une bonne démarche. Et je crois qu'il est temps que les Africains décident de vivre autrement. Merci à vous, Dr Soro. Nestor, pour sortir définitivement peut-être de cette émission, quelle interprétation faites-vous justement de cette démarche qualifiée d'apaisement des relations internationales par le Dr Yamtimba sur le plateau? Le Premier ministre nigérien Ali Mohamed Lamine Zéné qui se rend du côté de Moscou, Téhéran ou encore Ankara. Ceci en une semaine. Est-ce que Nestor est toujours avec nous? Un mot de fin, docteur Yamtimba, sur le sujet. Rapidement, oui. Enfin, juste pour dire que... Je sais pas trop, Nestor qui voudrait revenir. Le temps peut-être pour... D'accord. Allez-y, Nestor. Allez-y, Nestor. Votre micro est désactivé, Nestor. Ok, il n'y a pas de problème, on peut aller. Allez-y. Donc, vous parlez de la collaboration, la sortie du Premier ministre pour aller en Iran, en Moscou et aussi en Ankara. Oui, allez-y. Je pense que du moment que le Mali collabore avec la Russie, la Turquie et l'Iran, le Burkina aussi fait pareil. C'était de bonnes guerres. C'était normal pour le Niger aussi d'emboîter le même pas. Puisque si vous êtes ensemble dans une alliance, il va falloir que nous ayons aussi les mêmes partenaires internationaux. Si on n'a pas les mêmes partenaires internationaux, ça peut causer problème à l'interne même du fonctionnement de l'AES et du bonne ambiance. Mais si nous avons tous les mêmes partenaires à l'extérieur, naturellement, ça renforce encore plus vos relations à l'intérieur de l'AES. Je pense que c'est ce que le Niger a compris et elle a commencé à faire les mêmes démarches que le Mali et le Burkina. Donc pour moi, naturellement, le Burkina est passé par là, le Mali est passé par là. Donc c'est juste une formalité, ils sont allés pour accomplir. Sinon, je pense que c'est des choses qui sont déjà tracées avant même qu'ils n'arrivent au pouvoir. Puisque le Mali a cheminé, on a vu, Burkina a emboîté le pas, et Niger arrive, il suffit juste d'aller se formaliser et puis les choses vont bien fonctionner à la base. Et vous allez voir que ça va aller très vite. Parce que pour le Mali, on a vu, c'est venu à contre-coup, c'est pas allé trop vite comme ça. Pour le Burkina aussi, au début, c'était un peu lent, mais c'est parti très vite vers la fin. Et maintenant même, ça s'accélère vite. Donc, pour le Niger, ça va aller encore beaucoup plus vite par rapport à nous. Oui. Merci à vous, Nestor, pour sortir, Dr Yamtimba. Écoutez, je voulais simplement dire que la dynamique de l'AES est une leçon extrêmement importante pour nous tous. Une dynamique si vous voulez, de convergence de vues et de consensus, à la fois de consensus et de consentement. Ces mots, parfois, on peut les prendre, mais le consensus, c'est que on arrive à quelque chose, on s'entend tous, mais le consentement, ça veut dire que on laisse couler, laisse aller un certain nombre de choses en sachant, en faisant confiance à ceux qui sont là, et on accepte quelque chose en se disant ça va se faire parce que les autres, ceux qui veulent agir, agissent dans le bon sens. Donc je crois qu'il y a cette triple dimension qui nous permet aujourd'hui d'observer avec beaucoup d'intérêt la manière dont ils organisent leurs relations. Mais il reste que dans tous les cas, les partenaires qui sont présentés là et chez lesquels se rend le Premier ministre du Niger avec sa délégation, nous permettent de dire que la démarche de réorganisation, ou si vous voulez la démarche d'enrichissement, c'est même pas une réorganisation, la démarche d'enrichissement des relations entre la Russie et l'Afrique, subséquente au fait que la Russie ne veut pas rentrer dans la dynamique de domination de l'Afrique, parce qu'en même temps, ça représente à la fois la préservation de sa propre liberté, mais également l'opportunité d'avoir un partenaire sûr. Parce que ce que la Russie fait là, ce n'est pas parce que la Russie est hyper philanthrope. La Russie, c'est qu'en le faisant, elle s'aménage un partenaire sûr, et ce partenaire, il faut simplement pouvoir le tutorer pendant qu'il est encore fragile pour l'aider à grandir. Aujourd'hui, entre parenthèses, on ne s'en rend pas compte, mais la Chine sait pouvoir compter sur la Corée du Nord. Parce que quand les puissances nucléaires s'asseyent, vous ne parlez pas n'importe comment. Si la Chine veut
quelquefois, observez bien, il y a des prises de position de la Corée du Nord. Vous sentez très bien que c'est la Chine qui aurait dû dire ça, qui aurait dû prendre cette position. Mais pourquoi c'est la Corée du Nord qui le prend? Mais c'est la Corée du Nord qui le prend parce qu'elle le peut désormais. Elle le peut désormais. Et ça sécurise clairement leur espace de l'Extrême-Orient. Et ce que la Russie est en train de créer, ou ce sur quoi la Russie est en train de travailler, c'est de s'assurer qu'en fait, il va y avoir un allié, elle va avoir un allié objectif fort, puissant, Oui. qui va se construire d'ici quelques décennies. Et dans 2030, 2050, 2100, ça va sérieusement réduire l'impact de la pression européenne et américaine, en tout cas de l'empire euro-américain, sur le reste du monde et sur elle-même. Parce que tout ce qui se passe là, au niveau de l'OTAN, l'élargissement de l'OTAN, vous pouvez être sûr que pour le moment, les Africains ne prennent vraiment pas position dessus ou très mollement. Mais imaginez un seul instant que l'AES se forme, que l'AES devienne une puissance économique, que l'AES désormais dispose d'une industrie propre qui en fasse un pays développé. Que le Centrafrique, à partir de tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui, dans le cadre de cette phasage de la vision du président Touadéra, que l'Afrique centrale suive et que, avec l'aide de la Russie, de l'Iran, de la Chine et de tous ses partenaires des BRICS, on arrive à une telle capacité économique, industrielle et surtout à avoir une position géopolitique suffisante. Vous comprenez très bien qu'à ce moment-là, la Russie saura que quand il faudra parler de tout ce qui concerne sa sécurité, mais elle ne parlera pas seule. Il n'y aura pas que la Chine qui l'aidera, mais il y aura tout le soutien de l'Afrique qui représentera en 2050 2,5 milliards de personnes, qui représentera le tiers de la population mondiale en 2100 et qui sera donc le marché le plus important, si jamais, et pire, probablement le pays le plus puissant, si l'Afrique accepte de construire l'État fédératif du continent. Voilà la stratégie. Merci à vous, Dr Yamtimba. Et nous sommes d'ailleurs arrivés au terme de cette édition de l'International sur For You Media Africa. Merci également à vous, Dr Soro. Sans oublier Nestor Podassé. On le rappelle, chers téléspectateurs, vous vivez également la Coupe d'Afrique des Nations à travers la 4. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.